Je m'en souviens. Avec Gilles Proulx. Dans ce volet, chers amis, je vais vous faire connaître un dernier personnage. Oh, il y en a plusieurs, mais il faut quand même faire des choix. Un dernier personnage de la belle époque de la Nouvelle-France. Il s'agit d'un grand bâtisseur, d'un premier ministre, puisqu'il avait le titre d'intendant, Jean Talon, qui va amener un temps nouveau, qui va quasiment nous affranchir de Paris, tellement en développant l'autonomie du Québec ou de la Nouvelle-France, la vallée du Saint-Laurent, va faire de notre région quasiment une république autarcique, si on avait voulu, ou un royaume autarcique. Toujours est-il qu'il s'agit d'un organisateur hors pair. L'historien Gustave Langto l'a même fait, l'a consacré, si on veut, de deuxième fondateur de la Nouvelle-France après Champlain. Jean Talon. Sa fonction, intendant, qui était comme un face au gouverneur, était comme une espèce de premier ministre. Actif, par contre. Lors de sa nomination, Talon est fortement encouragé par le jeune roi de France, Louis XIV, qui n'a que 27 ans à son époque, et par son ministre de la Marine et des Finances, Jean-Baptiste Colbert. On lui confie une importante mission en Nouvelle-France. Quoi? Relancer une colonie qui est en ruine. Il sera le premier intendant à mettre les pieds en Amérique, depuis que le roi a pris en main les destinées de la Nouvelle-France en 1663 pour en faire une province française. Parce qu'avant ça, notre colonie était entre les mains de ces développeurs du privé, dont la Compagnie des Cent Associés, qui promettaient d'amener des colons à la douzaine, à la centaine et des milliers, et ne le faisaient pas, parce qu'ils investissaient le minimum, dans l'industrie de la fourrure surtout, pour retirer le maximum, et on se foutait du peuplement. Talon arrive dans notre histoire au bon moment. Il entre en scène alors que la France exprime le désir de relancer sa colonie malade, faible, frêle, qui agonise, aux mains de la Compagnie des Cent Associés. Le roi a entendu Pierre Boucher et Monseigneur de Laval décrire les conditions de vie difficiles des colons. L'acharnement de l'ennemi iroquois qui ne lâche pas, et le peu de soutien au peuplement. Alors c'est pour changer cette mentalité, changer les choses, que le roi Soleil va se décider et confie une mission d'envergure à Talon. Et pour bien comprendre, voyons comment fonctionne ce nouveau gouvernement royal mis en place par Louis XIV. On devient une colonie, on devient français. De toute façon, nos ancêtres étaient français. Il y en a peu qui sont nés ici. Oh, il y a les Lemoines, bien sûr. Alors, en haut de la pyramide, après le roi, il y a le gouverneur. Le gouverneur, donc, est le représentant du roi ici dans la colonie. Sa fonction est militaire. Il doit défendre la colonie, maintenir les bonnes relations avec les colonies anglaises et les alliés amérindiens. C'est lui qui fait la guerre et signe les traités de paix. Vient en second lieu l'intendant. C'est un super ministre. C'est quasiment un premier ministre. Il est presque aussi puissant que le gouverneur. C'est à lui, donc à Jean Talon, que reviennent les décisions, les tâches d'organiser la vie, d'assurer l'ordre public, de traduire les criminels devant les tribunaux, de régler les causes civiles, de voir aux finances, de tenir le budget, de participer au conseil de guerre, de superviser les travaux de fortification, de s'assurer que les militaires ne manquent de rien, même au loin, quand ils font la guerre. Alors, vous voyez que c'est toute une charge colossale quand même. On s'imagine que ces gens-là étaient ici, il y avait peu de monde, pas grand-chose à faire. Pas du tout, comme vous le voyez. Et aussi, il y a le Conseil souverain, qui est composé du gouverneur,
de l'évêque, de l'intendant et des conseillers. C'est au Conseil souverain d'édicter des lois et d'appliquer les ordonnances royales. C'est comme l'Assemblée nationale par rapport au premier ministre qui est talon si on veut faire de l'image. Alors c'est au Conseil d'édicter les lois, d'appliquer les ordonnances royales, en plus d'être le tribunal d'appel. Alors, au moment où Talon s'apprête à descendre du vaisseau, il arrive à bord d'un bateau qui s'appelle le Saint-Sébastien, le 12 septembre 1665, la colonie est remplie d'espoir et accueille chaleureusement le nouvel intendant âgé de 39 ans. Dans son portrait de Talon, Thomas Chappet, un historien, décrit l'ambiance à son arrivée. Les vaisseaux arrivent un derrière l'autre, ils amènent des engagés, des filles à marier, des artisans, des provisions, des animaux domestiques. Il va faire venir des chevaux. Pour la première fois, il fait entrer ici, au Québec ou en Nouvelle-France, 16 chevaux. Les chevaux que vous voyez ici ont commencé à être des chevaux français pour la plupart. En résumé, 500 nouveaux Québécois et plus de 1000 soldats. C'est Jean Talon qui a fait le nécessaire pour que ces hommes et ces femmes montent à bord. L'effroyable crise que traversait la Nouvelle-France depuis 15 ans était enfin terminée. On l'a dit, les ruines guettaient la colonie. Les Iroquois multipliaient les attaques. C'était plus vivable. On vivait sous tension, on dormait pas la nuit. On savait pas si on était pour se faire réveiller qu'une flèche dans la fenêtre ou un feu à un bâtiment. Alors, le nouveau gouverneur, Rémy de Courcelles, vous savez pourquoi il a une rue, est arrivé avec Talon, lui. Il va y voir, avec l'appui du lieutenant-général Prouville de Tracy. Alors, vous savez pourquoi est-ce qu'il y a une ville de Tracy? Il était à la tête du régiment de Carignan-Salière. La première offensive a lieu en janvier 1666. En janvier, elle va être mal préparée, il fait du -20, -25. Trop précipitée, elle est même désastreuse, cette première attaque. Il n'est pas habitué, lui, Tracy, aux raquettes, à marcher dans la neige, il y a 2-3 pieds de neige. Mal habillé, du linge qui était pas assez chaud. Mal équipé, ils vont apprendre à s'habiller de fourrure. Et aussi mal équipé pour affronter donc l'hiver. Sans guide, ça prenait des guides. Ça prenait des Sherpas, quoi. L'armée française n'aura pas le temps de se rendre chez l'ennemi Mohawk et savoura vaincu par la neige et le froid. Mais elle finira quand même par vaincre l'ennemi en lui imposant la paix qui sera signée en juillet 1667. La colonie connaîtra enfin un répit de 17 ans. Mission accomplie. Des 1200 soldats du régiment de Carignan-Salière, la majorité va retourner en France. On s'ennuie de sa mère ou des parents. Mais 400 d'entre eux, des courageux, vont accepter les offres de Talon et vont s'établir définitivement ici. Alors vous comprendrez, c'est sûr qu'eux autres voyaient peut-être qu'ils n'avaient pas d'espace en France, le logement était insalubre, il y avait beaucoup de chômage qui sortait de l'armée, et puis pourquoi pas s'établir ici, on a les grands espaces, on a la liberté. Alors, ces 400-là s'établissent et vont laisser leur nom, comme Sorel, qui est un officier du régiment Tracy, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Chambly, Jacques de Chambly, Contrecoeur, voyez-vous tous ces petits noms, vous connaissez Saint-Ours, Varennes, Sabrevoix. Ça nous rappelle ces braves. On ne sait pas, en se promenant en automobile de nos jours, en traversant ces petites villes ou villages qui sont reliés au régiment de Carignan. On aurait souhaité que tout le régiment demeure, mais on devra se contenter du tiers. C'est triste, mais c'est quand même un succès. Parce que de son côté,
Talon ne chôme pas. Il entreprend le premier des 2 recensements en Nouvelle-France. Une demande de Colbert, d'ailleurs, qui souhaite avoir une idée précise du peuplement. Puisque vous ne mariez pas, chers colons, les Indiennes, on n'était pas comme les Espagnols qui pouvaient se mêler aux Indiennes ou aux Amérindiennes et faire de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud un immense continent dont chaque individu a du sang indien dans le corps. Pourquoi? Parce que nos alliés étaient des nomades. Parce qu'ils partaient des fois 2-3 ans, puis on ne voyait pas la belle fille pour qui le cœur pouvait battre chez un colon. Alors, les seuls qu'on aurait pu marier, ça aurait été des Iroquoises. Parce qu'eux autres, ils étaient sédentaires, ils cultivaient. Mais c'était nos ennemis. C'était bien difficile de se mêler à eux. Oh, il va y avoir quelques mariages, mais rien de plus. Qu'est-ce que vont nous apprendre ces recensements exigés par Colbert? On apprend qu'on n'est pas nombreux. Notre infériorité numérique posera toujours le difficile problème. En 1760, par exemple, année de la conquête, nous serons 85 000 dans toute l'immense Nouvelle-France qui recouvre presque toute l'Amérique du Nord, tandis que les Anglais seront 1 500 000 entassés sur une étroite bande de terre le long de l'Atlantique, ce qu'on a appelé la Nouvelle-Angleterre. Talon, lui, voit grand. Il rêve de bâtir un royaume. Et pour y parvenir, il faut d'abord accroître la population. Comment? Évidemment, en favorisant une immigration massive. Il fait sa demande. Envoyez-nous des Français par milliers. La réponse ne tarde pas. Colbert dit non. Absolument pas question de dépeupler la France pour peupler la colonie, la France qui est saignée par les guerres. C'est une réaction absolument incomprenable, sachant que la France était le pays, quand même, malgré ses saignées, le plus peuplé d'Europe, autour de 20 millions d'habitants, 2 fois plus peuplé que sa rivale anglaise. C'est vraiment un manque de vision du bon roi et de son ministre. C'est triste de constater ça. Talon vient d'avoir une grande leçon d'économie. La colonie doit servir la métropole et non l'inverse. Ah, Talon voulait servir, lui, la colonie. Faire de la colonie un espèce de territoire autarcique. Il va presque réussir malgré tout. Colbert, le patron, recommande plutôt d'organiser la colonie pour le mieux-être de ses habitants et d'être patient. Le temps, dit-il, verra multiplier la population. Voilà qui était vraiment ne pas voir plus loin que son bout de nez. Voilà une belle politique de petits pas, à côté de la rivale de la Nouvelle-Angleterre qui progresse à grands pas grâce à une immigration qui entre à pleine porte. Une autre idée du ministre, assimiler les Amérindiens, en faire des bons Français, marier les sauvagesses, faites des petits, un peu comme je vous expliquais tout à l'heure. C'était rêvé, la part de Colbert, parce que Talon n'aura aucun succès. Marie de l'Incarnation le sait d'ailleurs, je vous l'ai dit dans un volet. Ça fait plus de 25 ans qu'elle fréquente les petites Amérindiennes, la fondatrice des Ursulines, arrivée à Québec en 1639, a résumé sa pensée dans cette phrase aujourd'hui célèbre. On fait plus facilement un sauvage avec un Français qu'un Français avec un sauvage. Le mode de vie européen n'intéresse pas les Autochtones. Au contraire, le mode de vie sauvage et libre exerce beaucoup plus d'attrait chez les colons français qui ont le goût de connaître les grands espaces, les moustiques à travers les bois, mais connaître facilement les belles indiennes. Heureusement, l'envoi des filles à marier, la plupart des orphelines, ou des jeunes filles d'origine modeste, sera une bonne initiative. On manquait de femmes, ce sont elles qu'on a appelées les filles du roi. Tout simplement parce que le voyage était payé par Louis XIV et qu'elles recevaient une dot en prime. Elles seront plus de 800 à venir en 10 ans
pour fonder de nombreuses et grandes familles. Ce qui a fait dire à la méchanceté de nos ennemis, dont les journaux et certains historiens anglophones et la Gazette, que c'étaient des filles de prostituées, que c'étaient des putes, alors que la prostitution, il y en a eu très peu ici. C'était au contraire des bonnes filles qui étaient élevées dans des couvents huppés dont le père avait servi sur les champs de bataille, qui étaient éclopées ou morts, où Marguerite Bourgeois va même les encadrer pour les amener jusqu'à la ferme Saint-Gabriel dans la Pointe Saint-Charles, qu'on peut encore visiter de nos jours. À cela, Talon ajoutera aussi un programme de primes au rendement. Les mariages précoces vont être encouragés. Les garçons de moins de 20 ans et les filles de moins de 15 ans qui se marieront seront récompensés. Quant aux célibataires de plus de 20 ans, pour les gars, et de 16 ans pour les filles, imaginez-vous, on appelait ça des célibataires endurcis. C'est incroyable. Ils seront sanctionnés, punis. Une famille de 10 enfants va recevoir une prime de roi. Celle de 12 enfants, encore plus. Le 26e enfant d'une famille aura droit à une instruction gratuite. Les célibataires endurcis, eux, vont perdre leur droit de pêche, vont perdre leur droit de chasse, de traite, et n'auront pas droit aux honneurs. Heureusement que ça ne s'applique pas à Talon et à Courcelles, qui sont deux célibataires, vieux garçons endurcis, obstinés, quoi. Alors, comme vous voyez, la politique nataliste a eu son effet, malgré qu'on avait beau vouloir 10 enfants ou 18 enfants, on en perdait beaucoup en cours de route. Toujours pour favoriser la croissance de la colonie, Talon fera défricher de nouvelles terres qu'il attribuera aux nouvelles familles. Et pour en faire des agriculteurs, il limitera l'émission de permis de traite de fourrure. Occupez-vous de vos terres avant la fourrure. Toutes ces mesures auront quand même des effets positifs sur la natalité. On aurait raison d'entreprendre ça aujourd'hui, nous au Québec qui avons un des taux de natalité les plus faibles au monde. Mais s'il fallait qu'on ait des bonnies bébés, comme le gouvernement Bourassa avait tenté d'en émettre il y a quelques années, les féministes vont entrer dans le débat pour nous créer toute une réputation. Talon touchera à tout. En plus de faire régner l'ordre et la justice, il s'attaque au développement industriel et au développement commercial, juste à prendre connaissance d'une partie de tout ce qu'il va entreprendre pendant ses 2 mandats d'une durée totale de 5 ans et demi, à de quoi nous essouffler, ce qu'il en a fait des choses en si peu de temps. Pour les détails, il y a une très bonne biographie, j'encourage de lire, qui s'appelle Jean Talon, tout simplement, de l'historien André Vachon. Toujours est-il que Talon veut et Talon souhaite. Il souhaite quoi? Des manufactures pour que la colonie ne dépende plus de Paris ou de Versailles et qu'elle puisse même s'enrichir en exportant des surplus vers Boston quand on s'entend avec eux. Il veut, Talon, qu'on cultive le chanvre et le lin pour les tissus, le houblon et l'orge pour la brasserie, pour brasser de la bière, quoi. Au départ, la brasserie qu'il met sur pied aura du succès. On a parlé d'une bière Talon à un moment donné. On exportera des surplus aux Antilles. L'intendant est futé, ça se peut pas, imaginatif. Il a imposé des restrictions sur les importations de vin et d'eau-de-vie. Ce qui, on s'en doute, ne fait pas l'affaire de tout le monde. Mais quand même, il vaut mieux exporter de la bière pour qu'on puisse faire de l'argent. Il veut des métiers à tisser qu'il fait distribuer aux colons, aux séminaristes. Tissez, faites du linge, tissez. Il veut des tanneries pour le cuir, des fabriques de souliers, de draps et de chapeaux. Il est convaincu que bientôt le colon pourra s'habiller des pieds à la tête avec des produits maison made in Nouvelle-France. Il veut aussi diversifier le cheptel. Il veut des bœufs, il veut des cochons, il veut des moutons pour la laine.
Il fait venir des chevaux pour aider les colons dans leur labeur. Il fait inspecter les forêts pour identifier les essences de bois, réservant les chênes au roi pour la construction de bateaux, convaincu qu'il en construira plus que nécessaire, donc faire de l'argent à la colonie. Quel homme dynamique et prévoyant! Il ne s'arrête pas au bois, ce Talon. Il pense au goudron, à la potasse, au savon. En matière de pêcherie, il est convaincu que grâce à la colonie, si les habitants s'installent près des lieux de pêche, la France aura le monopole du poisson en Europe, rien de moins. Il va donc enrichir et Versailles et la Nouvelle-France. Il veut aussi exploiter les ressources minières. Incroyable! Le plomb en Gaspésie, le fer à Trois-Rivières, les forges du Saint-Maurice sont là pour vous le prouver, puisque les bâtisses sont encore debout. Il faut aller faire un tour à Trois-Rivières en banlieue pour voir que Jean Talon avec Coquart sont à l'origine, justement, de ce succès industriel. Il veut exploiter le cuivre au lac supérieur, le charbon au Cap-Breton. Alors, pas facile à suivre ce Talon qui est époustouflant. Il va même se battre pour qu'on se débarrasse de la Compagnie des Indes occidentales qui a le monopole du commerce avec la France et s'opposer à l'évêque pour qu'on permette la traite de l'alcool. Oui, je reviens à la Compagnie des Indes occidentales, qui elle aussi, comme la Compagnie des Centres associés, est intéressée à faire le commerce de la fourrure, tout en promettant d'amener des colons ici, et on n'en amène pas. Le minimum d'investissement pour le maximum de profit. Ça agace Talon. Heureusement que nous avons eu des hommes comme Talon. Il va même tenter d'implanter le commerce triangulaire, Canada, Antilles, France. Mais lui, qui est si énergique et si enthousiaste, ne tardera pas à demander son rappel en France. Le roi le fera patienter. Sait-on pourquoi Talon insistait tout d'un coup pour retourner en France après seulement 2 ans et demi où il en avait tellement fait? Était-il dépressif? Est-il possible que Talon était un bipolaire? C'est possible selon certains historiens. Était-il un maniaco-dépressif? Vous savez, le genre de gars qui se dit capable de tout un jour et de rien être capable le lendemain. À moins que, plus simplement, sa mission fût beaucoup trop grande pour un seul homme en avoir autant de charges sur les épaules. Et comme il n'obtient pas le total soutien de la France nécessaire pour aller au bout de ses folies de grandeur, et tant mieux. D'ailleurs, après Talon, le roi dira ne plus avoir d'argent dépensé dans la colonie. Elle ne rapporte pas assez à son goût. L'intendant Talon, est-ce qu'il n'a pas été, dans le fond, qu'un coup de vent, qu'un bâtisseur de châteaux de cartes sur de timides fondements royaux? Pourtant, il revient une 2e fois. Et là, il va surtout s'intéresser à l'expansion du territoire. Il envoie Saint-Luçon prendre possession du centre américain. Et Louis Joliette, il l'envoie avec le père Marquette explorer le Mississippi. Le père Albanel va se rendre à la baie James. Talon fait rechercher le passage vers la Chine. On cherche toujours la route des épices, la route de la soie. Alors, il voudrait qu'on achète ou qu'on conquiert la Nouvelle-Hollande. La négociation ne se rend pas. Il souhaite faire de la vallée du Saint-Laurent le cœur de la nation, s'étendant partout en Amérique du Nord. Il envisage une route pour relier Québec et l'Acadie. Il distribue une 50aine de seigneuries avant de voir accepter enfin sa demande pressante de retourner pour toujours en France, ce qu'il fait à la mi-novembre 1672. Quel a été l'effet durable lors de ces 2 passages au pays? Il y a un historien, en tout cas, qui, faut bien l'avouer, déconstruit le mythe Talon. C'est Marcel Trudel qui est sévère.
Selon lui, il aura passé comme un coup de vent. S'il a entrepris plein de choses, il en restera bien peu. Était-il un homme qui cherchait surtout à épater la galerie pour sa gloire personnelle? Pourquoi, s'il aimait tant la colonie, de dire Trudel, pourquoi, s'il aimait tant la colonie, a-t-il si souvent insisté pour être appelé en France? Et quelle est donc cette étrange maladie qui l'affligeait? Comme je le vous disais, on se demande s'il n'était pas un bipolaire. Encore jeune, à 46 ans, Jean Talon vivra quand même 22 ans en France, d'abord à Versailles, comme premier valet de garde-robe du roi. Puis, il va être là comme secrétaire. Il va vendre sa brasserie de Québec au roi et elle sera convertie en palais pour les intendants. Il va exprimer le souhait de revenir au Canada pour fonder un hôpital général, mais ça ne se fera pas. Il s'éteint en 1694 à 68 ans. Que retenir de Jean Talon, qui demeure quand même une grande figure dans notre histoire, et que lors de son bref passage dans la colonie presque morte, il lui a imprimé un second souffle. Après tout, Marie de l'Incarnation, qui l'a très bien connu, n'a-t-elle pas écrit que grâce à lui, la Nouvelle-France s'est plus développée que pendant toutes les années qui ont suivi la fondation de Québec? Une belle réplique à l'historien Marcel Trudel. Il a mieux fait, selon elle, que tous les Français avant lui. Tout un hommage, juste pour ça, il mérite une bonne place dans notre histoire, qu'on n'étudie pas suffisamment, hélas. Si Talon a accompli un travail inachevé, c'est pas tout à fait exact avec le peu de moyens et le peu de monde. Je vous ai énuméré tout ce dont il a touché pour développer, à tel point qu'on a même pensé à un moment donné dans la colonie qu'on pourrait, avec notre autosuffisance, nous séparer de France. Incroyable! Et ce n'est pas pour rien, c'est bien beau là dire c'était un bipolaire, ainsi un gars qui se gonflait puis n'accomplissait pas. C'est très sévère de la part de l'historien Marcel Trudel quant à moi. Quant à moi, je ne suis pas un historien, je suis qu'un amant de l'histoire. Mais c'est pas pour rien qu'il est présent dans la toponymie du Québec, avec des rues, à Drummondville, à Québec, à Montréal, Jean Talon, avec des parcs, avec des édifices, avec des écoles, des stations de métro, des circonscriptions électorales qui portent son nom. Et croyez-moi, c'est bien mérité. Nos historiens en ont parlé comme un organisateur de génie et probablement qu'on pourrait l'appeler à juste titre le deuxième fondateur de la Nouvelle-France, comme je disais au début, après Samuel de Champlain.